Salut, c'est Paul-Henri Mathieu. On est sur We Are Tennis et on est là pour parler de Roland Garros. Bon, tu es au courant que donc tu es le dernier. Tu es la dernière légende à qui on parle pour ces Bah histoires ouais, de ouais, légendes. je suis presque gêné de passer après toutes ces énormes légendes. Attends, on a gardé le meilleur Des, pour la fin, Polo. On a des gardé le vraies meilleur légendes. pour Moi, la fin. je suis une toute petite. Non, non, ben, je peux te dire qu'aux yeux des fans français, c'est pas du tout petite légende. On sait très bien, on voit les images, on se souvient de tous tes exploits. Comme je disais au début, je sais pas si tu m'entendais déjà, mais c'est des matchs mémorables. Bon, des fois tu gagnais, des fois tu perdais, mais ça allait jusqu'au bout, jusqu'au bout. D'ailleurs, tiens, pour commencer, j'ai une petite stat rigolote. Est-ce que tu sais, en fait, c'est une question d'ailleurs, toute cette conversation va être sous forme d'un petit quiz, ok? Ok, Et ça nous permettra bien sûr, de ouais. développer sur les trucs. Mais pour commencer, d'ailleurs, je voudrais savoir, sur les 32 matchs que tu as joué à Roland en tableau, tu as joué 32 matchs en tableau, est-ce que tu sais combien ont été joués en 3-7? En 3-7, Ouais. oh, voilà, si tu me poses la question, c'est qu'il n'y en a pas eu énorme. Je dirais quand même une dizaine. Ouais, un peu plus 14. 14, Ah mais ouais, ouais, c'est pas loin. c'est moins de la moitié, quoi. Ouais, moins de la moitié. Ouais. Et sur les victoires, 8 victoires sur 17 en 3-7. 8 victoires sur En 17 en fait, 3. toi, les matchs en 3-7, Ouais, ça c'est trop m'intéressait pas. court. Ouais, trop court. Non, ça Moi, t'intéresse pas. j'avais besoin de sentir l'émotion, la ferveur du public. J'avais besoin de lancer le match et d'avoir une vraie ferveur autour du match. Non, mais c'est vrai que j'ai. T'en Enfin, voulais pour ton, t'en ah, mais voulais bon, pour ton argent, en fait. ouais, mais bon, quand tu es français, quand tu joues Roland, quand c'est un rêve de gosse, et moi, c'était aussi un objectif à chaque fois, chaque année, de pouvoir jouer, disputer ce tournoi, essayer d'aller le plus loin possible. C'est ce que tu attends. Tu essayes de lancer quelque chose, d'avoir une vraie ferveur autour du match et de sentir l'appui du public. C'est des émotions qui sont indescriptibles. Est-ce que tu te souviens d'avoir joué des finales de Roland dans ta chambre, contre ton mur, ou dans ton Alors, salon? ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que j'en ai joué beaucoup plus dans mes rêves qu'en réalité. Mais j'ose même pas te dire combien de finales de Roland j'ai imaginé. Tellement ça doit être assez à l'infini, quoi. Et peut-être trop. Et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu la chance de disputer une finale de Roland. Parce que c'est quelque chose que je voulais tellement. C'était tellement un rêve de gosse que peut-être que, à force d'y penser, de m'imaginer ça, je m'en suis fait presque une montagne trop grosse à franchir, tu vois. Peut-être, c'est ce que je peux. C'est une question que je me pose de temps en temps. Mais j'en ai, je sais pas, mais tellement je me suis imaginé en finale de Roland, mais tellement de fois. Ouais. Vas-y, raconte-nous un petit scénario là, que tu t'es imaginé, ça me ferait marrer. Non, mais alors, c'était bien évidemment un petit peu avant l'ère Nadal, parce que moi j'étais plus jeune. Et effectivement, moi quand Rafa est arrivé, moi j'étais un petit peu en milieu de carrière. Mais je sais pas, je m'imaginais des scénarios fabuleux. Jouer une finale de Roland dimanche, stade plein, grand beau. Mais je me suis tout imaginé. Je peux même pas t'en sortir un parce que j'ai tout fait. Gagner en 3-7 facile, perdu 2-7. Alors j'aimais bien, comme tu peux imaginer, perdre 2-7-0, perdu pour perdu, et je reviens et je gagne 8-6 ou 18 au cinquième. La team, Ou enfin, oui, bien 18-16, sûr. ou 18-16. Ou 18-16. Mais ouais, ouais. Mais c'était, oui, les matchs, quand tu finis juste avant la nuit à Roland un match qui a été hyper long, hyper indécis, c'est des moments qui sont hyper forts, hein, c'est clair. Ah, mais c'est les moments magiques de Roland. Et c'est pas par hasard, je pense que il y a eu plein de matchs de Français qui se jouent à ces moments-là parce que ils sont programmés évidemment voilà, pour contribuer à la fête avec le soleil et la lumière qui descend un tout petit peu, une lumière orange. Il est Exactement, ouais. super bon. T'as pas envie de partir, tu as juste envie de rester. Non, mais c'est exactement ça. Et pourtant, moi, j'aimais pas trop jouer en fin de journée, enfin milieu d'après-midi, parce que là, on parle de matchs qui commencent en milieu d'après-midi, au tout début d'après-midi. J'aimais bien jouer en premier, comme ça, je savais quand j'allais jouer et quand j'allais plus ou moins finir. Mais quand on jouait en début ou milieu d'après-midi, on ne sait jamais à quelle heure on va commencer et si on va finir le match.
Alors, c'était pas vraiment un horaire que j'appréciais, mais quand je sentais effectivement que la nuit tombait, comme tu dis, la couleur orange, enfin le cours devient orange, la couleur du ciel, du monde dans les gradins, c'est un moment un petit peu chaud. Enfin, ces moments-là, c'est juste énorme. Et en général, c'est effectivement, enfin, en général, les dernières balles se jouent vers 20h30, 21h. C'est les vrais passionnés qui sont encore là et qui sont derrière toi et qui te poussent, qui te poussent. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. En Et même plus, d'en parler encore aujourd'hui, ça me donne des frissons parce que ouais. toute la routine ne me manque pas, mais c'est ces moments-là qui sont indescriptibles. Bien évidemment, c'est des moments qui sont impossibles à retrouver et c'est des moments qui me manquent. En plus, le public à ce moment-là, il est bien chaud parce qu'il y a la moitié qui ont picolé toute l'après-midi. Ouais. Oh, Donc, Roland, pas trop. Non, 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 non. Oh, t'exagères, t'exagères. Je trouve pas, Roland. bon, on ne saura jamais. On saura jamais. Non, Ils l'avoueront jamais, ça c'est sûr. non. Mais tu sais, moi c'est mon grand chelem préféré de loin. Et pas juste parce que je suis français, pas juste parce que j'ai travaillé sur une vingtaine de Roland ou 22, 23 Roland, je ne sais plus. Mais vraiment, je pense qu'il y a un truc. Il est à part, Roland, par rapport aux autres, comme Wimbledon. Et d'ailleurs, il fait partie des tournois que certains des très très grands qui ont dominé le tennis n'ont jamais réussi à gagner, quoi. Bah oui, on pense à Pete Sampras, bien évidemment, à d'autres, mais parce que McEnroe. oui, McEnroe, parce que pourquoi? Parce que Roland Garros, ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que on sait que ça va être long. Les matchs sont plus longs. Si on joue un joueur physique, ben, si on est un peu moins bien nous physiquement, le joueur qui est physique peut nous passer devant et peut nous battre. On doit tenir 15 jours. Donc il y a beaucoup plus d'incertitude que sur les surfaces rapides. Ou surfaces rapides, si tu as un bon serveur, même si tu ne te sens pas très bien le jour J, tu peux sauver le match avec ton service ou aller au filet, un petit peu jouer, tu vois, un petit peu à l'improviste. Mais sans terre battue, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Il faut que tu sois bien, à niveau régulier pendant 15 jours et il faut que physiquement tu sois au top. Sinon, ça passe pas. Alors, effectivement, c'est un tournoi, je sais, qui fait peur même aux meilleurs parce qu'il faut être au top de sa forme physique pour pouvoir aller le plus loin possible. Donc tu penses qu'il y a des mecs qui ont fait des gros résultats, par exemple à Wim, et qui ont triché un peu sur le physique? Qui ont, non, pas triché, Enfin, entre mais qui ont guillemets. été. Entre guillemets. Non, 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 je ne peux pas dire tricher parce qu'après Wimbledon, c'est un autre style de jeu, c'est un autre tournoi, une autre atmosphère, c'est une autre tactique pour un joueur à aborder. Mais bien évidemment, moins aujourd'hui, mais beaucoup plus avant. Moi, c'était mon cas sur ton début de carrière. Le gazon était, tu le sais, bien plus rapide qu'aujourd'hui. Si tu servais bien, tu avais un avantage considérable. Aujourd'hui, sur terre battue, si tu sers bien, tu sais que ça ne va pas suffire. Donc, tu Ouais. as vraiment l'aspect tactique en plus de l'aspect physique qui rentre en jeu. Et ça, c'est hyper important en Roland Garros, quoi. Et effectivement, Et puis sur t'as des. d'autres. Oui, non, Non, vas-y, vas-y, sur vas-y. l'US Open et Wimbledon, où c'est un peu plus rapide, ben, parfois, tu peux sauver la mise en servant bien, effectivement. Servant bien ou en étant capable avec beaucoup de talent, de finir des points en un ou deux coups de raquette, quoi. Exactement, exactement. Sur la fatigue, tu peux jouer en un deux coups de raquette, tu te rapproches de la ligne de fond de cours, voilà, tu joues hyper relâché. Sur terre battue, ça peut marcher un, deux points, mais si tu sais que tu dois tenir une heure comme ça, l'adversaire en face, il le sent. Et si l'adversaire le sent en face, je peux dire que tu es mal barré parce que tu sais qu'il va te faire droite gauche pendant l'heure qui reste. Donc, Mmh. et ce qui n'est pas le cas, et ce qui est plus difficile à contrôler sur une autre surface. Je discutais avant-hier avec Ivan Lendl, qui parlait donc de sa finale 84 face à McEnroe et qui disait, en fait, d'un côté du filet, tu avais un mec avec du toucher et un artiste, et de l'autre côté, tu avais un gars qui était puissant et qui avait une condition physique forte. Et il disait, sur terre battue, plus le match dure et plus c'est difficile si tu joues au toucher, quoi. Voilà. Bah, tu vois, je dis pas que des conneries, hein, tu vois. Ça résume un peu, non, mais ça résume un peu ce que je viens de te dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Plus le match dure, plus la fatigue s'installe et plus c'est difficile de jouer en toucher, bien évidemment. Et plus c'est difficile de servir des aces. Donc, le joueur qui est physique, qui est puissant, qui a l'habitude de jouer des heures et des heures et qui est un vrai terrien, aura forcément un avantage sur un attaquant pur et dur. Bon, bah, t'es en phase avec Ivan Lendl. C'est beau. Ouais, ouais, je suis content. Il est plus fort que toi au golf, hein, par contre, je pense, hein. Ça, je veux bien le croire. Et Bon, ses allez, on enfants aussi, il me commence. semble. On commence.
et ça rentre bien, en fait, ça va bien avec ton parcours sur ce tournoi. Ton premier match à Roland-Garros dans le tableau, tu te souviens? Dans le tableau, bien sûr, contre Leighton Hewitt, Suzanne Lenglen, Le, 2001, 4-7. le score, tu te souviens? 4-7, voilà. 4-7. Ouais, j'ai perdu le premier, j'ai gagné le deuxième. C'est ça. Tu perds le premier au Ouais, je peux pas tie-break. dire. Quel match en quatre? Genre 6-4, 3-6, 6-2, 6-3, un truc comme ça. Et alors, c'est 6-7, 6-4, ouais, 3-6, 6-3, 6-2. Et t'es quand même 238e joueur mondial. Oui, c'est vrai que je suis loin. J'ai reçu une invitation cette année-là parce que j'avais gagné Roland Garros en junior l'année d'avant. Et c'est un peu la tradition quand tu gagnes en junior. Voilà, si tu es plutôt bien classé l'année d'après. Alors certes, j'étais loin, mais pas non plus 800e ou 900e. On te donne ta chance et on t'invite à jouer Roland Garros chez les grands. C'est vrai que c'était c'était un rêve qui se réalisait. Après cette victoire en junior, effectivement, je pensais ma transition a été plutôt longue à faire. Beaucoup de joueurs de ma génération, à cette époque-là, en 2003, étaient bien mieux classés que moi. Il y en avait plein qui étaient déjà dans les 100 premiers. Et c'est quelque chose que j'avais du mal à admettre, que je ne comprenais pas trop. Et donc, j'étais content de pouvoir jouer Leighton Hewitt au premier tour. Je me souviens, avant le tirage au sort, souvent, il y a des joueurs qui disent j'espère que je vais jouer contre un gars pas trop connu sur un cours un petit peu loin pour pas sentir la pression pour mon premier Roland. Et moi, j'étais complètement à l'inverse. J'espérais jouer le plus gros possible sur le plus gros cours. Parce que c'est ce qui me faisait vibrer. Déjà à l'époque, même si j'étais loin, je me suis dit, effectivement, à l'époque, alors ça s'est dégradé au fil de ma carrière, mais j'avais une énorme confiance en moi et je pensais que j'étais capable de tout. Et donc, effectivement, je joue Leighton Hewitt. J'étais super content. Je savais que j'avais joué sur un gros cours. Et je me dis, je sais pas, il devait être quatrième ou cinquième mondial à l'époque, je me souviens plus trop. Mais je me dis, c'est pas un joueur de terre, je peux le battre, quoi. Et je suis rentré sur le cours. Et honnêtement, je pensais que je pouvais le battre. Ouais. Alors finalement, et ça m'a permis, en pensant ça m'a permis de faire un bon match. Finalement, je ne suis pas passé à côté. J'ai senti l'atmosphère du cours. Jouer sur un grand cours pour une première fois comme ça, c'était génial. Hein, c'était un bon souvenir. Tiens, il y a Benoît, je vois, il y a Benoît qui te salue de Nice. Et il y Ah, a salut Ben. Albator. Alors, je ne sais pas qui c'est Albator, mais il t'invite à jouer un double au Puissanton ce dimanche. Donc, je ne sais pas si tu es au Ce Puissanton. dimanche, non, je suis pas là. Je vais à la campagne. Partie remise D'accord. une autre Tu vas à la fois. campagne. Bon, ça va. On t'attendra, ils t'attendront Albator une autre fois hein, pour PH. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, 3 heures de jeu quand même. 3 heures. Non, qu'est-ce que je dis? 3h30 de jeu. Donc pour ce premier match, donc clairement tu l'as surpris. Il ne s'attendait pas à ça, à mon avis, le père Layton. Après, c'était pas sa surface préférée non plus. Non, non, c'était pas sa surface. Et comme je te disais, avant le match, je savais que c'était pas sa surface, donc je savais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et en fait, ce qui était le plus dur pour moi à gérer, c'était la longueur du match, parce que j'avais jamais joué de match en 5-7. Je savais pas combien de temps j'allais jouer. Effectivement, je perds le premier set. Alors maintenant, je m'en souviens, tu me dis 7-6. Effectivement, c'était un premier set long. Je gagne le deuxième set. Et j'avais un petit peu cette appréhension en me disant, ou attention, là, c'est minimum 4-7. Je ne sais pas trop comment je vais réagir physiquement. Est-ce que je vais avoir des crampes ou pas? Tout ça, c'était nouveau pour moi. Donc, voilà, forcément, il y avait beaucoup d'inexpérience, même si Leighton Hewitt avait quasiment le même âge que moi à l'époque, mais avait joué tellement de matchs à ce niveau-là déjà auparavant. Donc voilà, j'étais un petit peu partagé et je me souviens que j'avais fini le match quand même avec des débuts de crampes. Hein. Ouais, j'étais Ouais, quand même fatigué. Voilà, c'est quelque chose qui était tout à fait normal. Je manquais d'expérience. ouais bah quand même, ouais, mais quand même. Tu peux avoir des. Tu es humain, tu peux avoir des crampes, quoi. Ouais, Tu avais 19 ans, non? 19 ans, je crois, un truc comme ça. j'avais 19 ans, exactement. Ouais, ouais. Ok, bon, ça va, tu te qualifies pour la deuxième étape. En 2002, tu as joué un mec qui s'appelle André Agassi. Et là, je pense que voilà, là, t'as mis un nom sur ton visage pour toute la France du tennis. Déjà, est-ce que tu te souviens du score de ce match? Le, Mais ça me fait mal d'en parler de ce match parce que je pense vraiment que j'aurais dû gagner ce match-là. Mais du score exact, non. Enfin, je sais que je mène 2-7-0 break, genre 6-3, 6-4.
et ensuite je perds 6-4, 6-4, 6-3, un truc comme ça. Ouais, 6-4, 6-3, tu prends les deux premiers, puis après tu prends 3-3 et 3. En fait, ce qui se passe, effectivement, je joue à Gassi. Alors, en 2002, c'est un peu l'année effectivement de ma révélation. Quand je te parlais en 2001 où j'avais mis du temps à faire cette transition-là, je sentais que ça allait venir. Et 2002, je sentais que c'était une question de semaines. Et ça arrivait pendant Roland, effectivement. Je sentais que mon niveau était là. J'ai battu Wayne Ferreira au premier tour. C'était synonyme de top 100 parce que ça me permettrait de rentrer dans les 100 premiers joueurs du monde. Et je pense que c'était un gros poids pour moi. Ça m'a permis d'évacuer cette tension-là. En Et 5-7, hein. En 5-7, en, Winter. en 5-7, ouais. Normal. Normal. Sur 2 jours. Et ensuite, je bats Fabrice en 4-7. Et je bats Novak qui était aux alentours de la 10e place, mais vraiment Jiri Novak. Ouais, Jiří Novak. Pour les gens qui nous écoutent. Mais quasiment, contre Jiří Novak, sur le Suzanne Lenglen, quasiment en l'atomisant en trois petits sets. Et là, à la fin du match, je me dis, mais c'est monstrueux comme je joue, quoi. Et là, je joue à Agassi et je pensais, j'ai dit, si je joue comme ça, je vais le battre. Et là, je joue sur le central. Et là, c'était vraiment une petite consécration parce que, comme je te l'ai dit, depuis tout petit, mon rêve, c'était de pouvoir jouer Roland Garros. C'est la première fois que j'allais jouer sur le central devant ma famille. Et là, je me dis, ça y est, j'y suis, quoi. C'est fabuleux, quoi. C'est une vraie récompense. J'ai Agassi en face de moi. Alors, j'ai eu un petit temps d'adaptation parce que je n'étais pas vraiment préparé. J'avais vraiment l'impression d'avoir un écran de télé à l'échauffement en face de moi. Ça me faisait vraiment bizarre parce que on les idolâtrait beaucoup plus qu'aujourd'hui qu'on peut le faire avec Nadal ou Federer qui sont beaucoup plus proches des joueurs. Avant, Agassi, Sampras, dans les vestiaires, on n'osait pas les regarder, quoi. Si on les croisait de regard, vite on détournait notre regard. Donc il y avait un petit peu d'a priori par rapport à ça. Mais une fois l'échauffement passé, j'ai commencé, je me souviens, le match à bloc, quoi. Et le match commence et je sentais que lui était un peu lent et moi j'étais hyper bien. Et je me suis dit, mais je vais lui mettre 3-7, quoi. Je vais lui mettre 3-7 et premier set, deuxième set. Et je gagne le deuxième set, je me dis, pense pas qu'il ne te reste plus qu'un set et dis-toi que tu vas commencer le deuxième set. Je commence, break d'entrée et là, la pluie. Et là, la pluie, oui, ça m'a mis un coup d'arrêt. Ça m'a mis un coup d'arrêt parce que on est rentré au vestiaire et ça m'a fait gamberger. Ça m'a fait gamberger en me disant, finalement, je suis à 4 jeux d'être en quart. Je vais arriver en quart, je ne suis pas fatigué. Je me suis un peu trop projeté. Je suis rentré sur le court, les conditions de jeu étaient un petit peu différentes, le court un petit peu plus lent. Et lui, il a complètement changé de tactique, il a arrêté de me jouer en rythme. Il m'a fait beaucoup d'amortis, des types de balles que je n'aimais pas du tout à l'époque. Et je ne m'étais pas, que je n'ai jamais aimé pendant toute ma carrière d'ailleurs, mais je ne m'étais pas préparé, pas préparé à ça. Et j'ai un petit peu paniqué, il est revenu dans le match. Et après, qu'est-ce que tu veux, quand tu as un cinquième qui arrive, c'est du 50-50. Mais au cinquième, j'ai encore eu ma chance. Et je me souviens rarement de phase de jeu et de points lors de ma carrière, mais je me souviens d'un point qui m'a marqué et j'ai l'impression que c'est arrivé il y a quelques jours. C'est que je menais 3-1 au cinquième set, balle de 4-1, balle de double break. Et j'avais vraiment repris dessus et balle de double break, c'était vraiment synonyme de. C'était la victoire. Je lâche, quoi. Et là, il me fait un kick extérieur sur la ligne. Je fais un retour comme je peux, plutôt pas mal. Et là, je me souviens, il fait une volée liftée, mais à 15 000 à l'heure de l'autre côté, sur l'autre ligne. Et là, je me suis dit, ah merde, peut-être que j'aurais pas une deuxième occasion. Et je me suis dit ça, et j'ai même pas eu le temps de me dire ça, que ça a fait 6-3. J'ai pu marquer un jeu. Le mec, il est 4 mondial à ce moment-là. Oui, non, mais. Finale de Roland. C'est André Agassi quand même. Enfin, c'est André Agassi, mais tu sais, avec l'insouciance de la jeunesse, tu penses que tu es capable de tout. Et finalement, j'étais pas loin, il m'a pas manqué grand-chose. Et après, c'était pour jouer Ferrero en quart de finale. Bien sûr, c'est un spécialiste de la terre, mais tu sais jamais. Une fois que tu es parti, que tu es lancé, tu sais pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je discutais avec. D'ailleurs, Agassi, il avait déjà gagné Roland Garros même. Je discutais avec Safin l'autre jour, et qui parlait de ce tournoi-là aussi. Je crois que c'est ce tournoi-là. Oui, c'est ce tournoi-là où il perd en quart. Non, il perd en demi contre Ferrero.
Ouais, il balance le match. Et il dit- Il l'a dit, et ouais. il balance. Il a dit qu'il a balancé, Ouais, évidemment. ouais, Et dingue. un truc de fou. Et il dit, et d'ailleurs, j'ai été con parce que si je vais en finale, Costa, je l'atomise. Ah, mais Marat, s'il joue Costa en finale, il l'atomisait, quoi. Mais c'est sûr. Mais bon, mais tu te rends pas compte de ces choses-là. T'es pris dans le feu de l'action. C'est hyper dur émotionnellement. Il y a de la fatigue qui s'installe. Tu as plein de pensées qui te traversent l'esprit. Enfin, c'est hyper dur. Hein, c'est hyper dur. T'as tes fans, t'as Christopher, des fans d'Alsace qui te salue. Ah, salut Ton Christopher. Alsace natale. Ah Ouais. ouais, ah ouais. On les salue aussi. Salut l'Alsace. L'Alsace et la Lorraine. Bah, ouais, ouais. N'importe Le quoi. grand test aujourd'hui. Allez, le grand test. Euh, next. Next. Combien de balles de match tu as eu face à Cagnas? Ah, celui-là, il fait mal. Beaucoup plus que celui d'Agassi. On en a reparlé là. J'en ai eu deux, mais non, trois. Deux, je crois deux. Deux, mais à 15-40, sur une balle de match, je ne le fais pas voler. Celui-là, il m'a Voilà. coûté cher. En fait, à Roland, comme je dis, c'est un objectif de chaque année. À un moment donné, tu sais qu'il peut avoir tu auras une opportunité pour aller loin. Et après coup, bien évidemment, quand ça arrive sur le moment, tu sais pas. Mais après coup, effectivement, c'était une année où j'aurais pu faire une percée dans le tournoi, c'est sûr. Parce que j'étais bien physiquement. Là, je joue au troisième tour contre Cagnas. En plus, je perds 2-7-0. Je reviens. J'ai deux balles de match. On savait, et lui savait qu'il était sous le coup d'une suspension pour dopage. Ça a été hyper dur à encaisser cette défaite, surtout que c'était le match d'après, c'est Nicolas Kiefer qui jouait pas. Donc j'allais me retrouver en quart de finale pour jouer Mariano Puerta, qui franchement, c'est jamais joué d'avance. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais c'est le type de joueur qui me faisait pas peur. Hein. Petit, gaucher, ça me faisait pas peur. Et effectivement, et c'était pour jouer, il me semble, Davydenko en demi. Honnêtement, il y aurait pu se passer quelque chose. Et j'ai pas réussi à saisir l'occasion, malheureusement. Et cette défaite m'a fait beaucoup de mal. Enfin, j'ai eu du Elle a fait mal. mal à, Alors, toutes les elle a fait défaites sont mal à dures. elle a fait mal à plein de monde, hein, Polo. Elle a fait mal à plein de monde, cette défaite. Ouais, ouais, ouais. Non, mais toutes les défaites à Roland sont dures à digérer et je mets toujours quelques jours. Mais celle-ci, elle me fait encore mal aujourd'hui parce que, ouais, c'est dur. Parce que tu as toujours une ou deux occasions, comme je te l'ai dit, et c'en était une. Et, je lui en ai voulu aussi après coup parce que lui a été suspendu. Donc après, il a joué à Roland-Garros en sachant qu'il avait été contrôlé positif. Et j'avais l'impression qu'on m'avait volé cette édition un petit peu. Et j'ai eu du mal à digérer ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'était sur le Langlaine aussi, non? Exactement. C'était sur le Langlaine. Donc je perdais 2-7-0. On a été interrompu par la nuit, je me souviens. Et le lendemain, je me suis dit, allez, t'as rien à perdre, t'es dos au mur. Et là, j'ai joué pied au plancher, hein, enfin, quasiment 3-7 parfaits, quoi, jusqu'à la balle de match. Où, qu'est-ce que je te dis, forcément, il y a un peu de tension. Ça part un peu moins bien. Lui fait jouer. Moi, je mets pas la balle où il faut. Et voilà, quoi. Mais C'est ça se horrible. joue à des C'est détails. horrible. C'est horrible de repenser à ces trucs et de te dire, C'est horrible tu parce peux plus que rien changer à franchement, ça, quoi. ouais, je suis sympa de rentrer vraiment dans le détail de ce match-là parce que celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Bon, bah, c'est gentil. On te remercie. Mais bon, après, bon, 5h04 de match hein, sur 2 jours, mais 5h04 quand même. Bon, après, je veux dire, oui, tu perds, mais enfin, toute la France est derrière toi, quoi. C'est un truc de malade Ouais, en fait, mental. je perds ce match-là. Je t'ai dit, j'ai eu du mal à le digérer, mais je me suis dit, j'aurai une autre occasion. Et je me suis dit, je jouais vraiment bien, je me sentais bien physiquement. En plus, j'ai essayé d'adopter un petit peu des phases de jeu qui s'adaptaient un peu plus à la terre battue. J'ai essayé de travailler des choses voilà, pour mieux jouer à Roland parce que c'était vraiment mon objectif de l'année à chaque fois. Et je sentais que j'étais sur le bon chemin. Et après le niveau que j'ai eu en 2005 à Roland, je me suis dit, j'aurai une autre opportunité, c'est sûr. Et en fait, ouais, c'est ce qui m'a permis de me regonfler à bloc et de me refocaliser sur un autre Roland qui est arrivé donc en 2006. Ouais, ouais. Bah alors, avant qu'on aille en 2006,
Je vais faire une petite aparté parce que tu parlais tout à l'heure de ces rêves de Roland Garros que tu faisais et que tous ces scénarios et que peut-être c'était peut-être trop et peut-être pour ça aussi. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est qu'il y a pas mal de gens qui t'écoutent et notamment aujourd'hui, et notamment il y a une vingtaine de jeunes qui font partie de la team Jeunes Talents de BNP Paribas. Donc tu connais le programme, c'est les meilleurs de chaque catégorie d'âge qui sont réunis dans une team et BNP Paribas vient leur filer un coup de main sur l'extra-tennis en fait. Il y a pas mal de fois où on les a réunis, ils ont été réunis et il y a des intervenants qui sont venus parler sur des sujets divers, pas du tout tennistiques, hein, média training, machin. Mais là, je trouve que si tu pouvais leur donner un conseil là à propos de ça, à propos du rêve, parce que en même temps, il faut rêver et en même temps, il faut peut-être pas trop rêver. Enfin, c'est où Non, l'équilibre? Comment il faut faire c'est important de rêver. Parce que c'est notre moteur, c'est ce qui nous permet d'avancer. Je pense que c'est très important d'avoir un objectif à long terme très très haut, de se focaliser là-dessus et ensuite de l'oublier parce que le plus important, c'est le chemin qu'on va parcourir pour arriver à cet objectif-là. Et ce chemin, il va être difficile, mais il faut toujours garder cet objectif lointain en tête. Mais le process et tout le chemin à parcourir pour arriver là, c'est ça le plus important. C'est le travail qu'on va faire jour après jour. Et ce qui vient après, ça sera seulement la conséquence de ce qu'on a fait tous les jours. Et en fait, ce qui est important, c'est de se concentrer là-dessus. Alors oui, c'est important d'avoir un objectif lointain et très haut, mais le plus important, c'est d'avoir des objectifs aussi à très court terme et de ne pas dévier du chemin. C'est très important. Et finalement, l'objectif qu'on a très loin et qu'on a placé très haut, il doit nous permettre de ne pas baisser les bras quand on a des périodes un petit peu plus dures pour nous remettre sur le droit chemin. Tiens, je suis en train de m'écarter, mais pense là où tu veux aller. C'est ça qui est important. Parce que tous quasiment, leur rêve, c'est gagner Roland. Bien sûr, mais tout le monde veut gagner Roland. Mais qu'est-ce qu'on fait pour gagner Roland? En fait, il faut se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire pour gagner Roland? Bien sûr, tout le monde veut gagner Roland. Moi, je croise quelqu'un dans la rue qui joue tous les dimanches. Je lui dis, c'est quoi ton rêve? Il va me dire de gagner Roland. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire pour gagner Roland. Et c'est ça le plus important. Et se focaliser là-dessus. Est-ce que tu vas tout faire et mettre tous les moyens de ton côté pour gagner Roland? En fait, ça s'applique à tout finalement. Ça s'applique à n'importe quel jeune qui a un rêve sportif. On va rester dans le sport, mais exactement. On se concentre parfois trop sur l'objectif et le rêve, pas assez sur le process et le chemin qu'il y a à parcourir pour y arriver. Et ça, c'est hyper important et c'est là où Rafa est incroyable parce qu'il a cette remise en question permanente. Pour lui, jamais rien n'est acquis. Tous les jours, il repart. Et à force de s'entraîner comme ça, c'est devenu une routine. Pour lui, c'est inconcevable de s'entraîner autrement s'il n'est pas à 100%, pas dédié à 100% dans son esprit à ce qu'il fait le jour J ou à son entraînement. C'est qu'il sait qu'il dévie du chemin. Et ça, c'est hyper important. Et Rafa, là-dessus, franchement, et par rapport à tout ce qu'il a déjà fait, et d'être encore dans cet état d'esprit, c'est quelque chose, honnêtement, qui est assez phénoménal et presque surhumain, je trouve. Ouais. Tiens, il y a un certain Robin Aziza qui te salue. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, salut Robin. Ouais. Un grand joueur de paddle. C'est le capitaine de l'équipe de France féminine, je crois, de paddle. Exactement. Robin. Hola, Chico. Il nous regarde de Barcelone. Alors, c'est marrant que tu parles de Rafa parce que la transition, elle est toute faite. Quel professionnalisme, Polo, quel professionnalisme. Alors, ma question quiz, la prochaine. Qui est le numéro 2 mondial contre qui tu perds au 3e tour en 2006? Ouais, mais ça, tu veux leur laisser répondre. Ils vont savoir ça. Non, mais bon. Il était numéro 2 mondial? Je rigole, bien sûr, parce que tout le monde sait. D'ailleurs, on s'est croisés, on était ensemble avec lui il n'y a pas longtemps. On était au Koweït pour l'ouverture de son académie. Tu étais là aussi. Et lui, il se souvient très bien de ce match aussi. Et il en a parlé publiquement ce jour-là. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, très bien. Tu vois que
il y a pas beaucoup de matchs dont il se souvient. Enfin, si, il doit se souvenir de beaucoup de matchs, mais des victoires au troisième tour comme ça, à mon avis, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, voire aucune autre, je pense. Parce que ce match-là, c'est un ovni, ce match. Je re-regardais là avant qu'on parle, mais c'est fou. Tu t'envoyais des sacs et il Ouais. finissait des points. Il était à 5 mètres de la balle, des fois. En gros, je me posais pas trop de questions. Ben, mais c'était génial. Non, mais c'était. Quel match, quel match. Oui, quel match. C'était au début du tournoi. Effectivement donc au début de l'année, au début de l'édition, j'attends le tirage au sort. Je suis tête de série C'était une des premières fois où j'étais tête de série. Quand tu es tête de série, tu te dis toujours, même si tous les matchs sont hyper importants à jouer et chaque match, il faut les gagner, tu regardes très rapidement qui est ta tête de série du troisième tour. Et tu espères, tu regardes rapidement, tu te dis, oh, c'est jouable, il peut avoir une ouverture. Et là, je vois le tirage au sort, et putain, je vois Rafa. Putain, merde. Je dis, putain, c'est Alors, pas de il faut bol, c'est préciser tête quand de même, série. il faut préciser que c'est l'année d'après son premier titre. Oui, C'est pas exactement. Rafa à 10 titres, c'est Rafa à un titre. Mais Non, bon, non, pas Rafa du titre, mais un Rafa très physique. Plus qu'aujourd'hui. Moins complet tennistiquement, mais beaucoup plus fort physiquement. Et donc, là, je vois Rafa, mais qui faisait sur terre, honnêtement, il faisait peur à tout le monde, quoi. Et tout le monde disait, mais c'est impossible de gagner un match en 3 sets gagnants face à Rafa. Même s'il avait gagné qu'un Roland, on était certainement tous à des années-lumière à se dire qu'il allait gagner plus de 10 Roland, 12, 13, ou on ne sait pas combien il va en gagner, mais on savait qu'il allait en gagner une flopée. Donc je le vois dans mon tableau, je dis allez, concentre-toi sur les 2 premiers tours, donne-toi la chance de le jouer et on ne sait jamais. Donc je gagne les 2 premiers tours, lui il a dû perdre 4 jeux en 2 matchs et ça y est, donc je vais jouer Rafa. Donc je me dis, ben, de toute façon si tu vas aller loin à Roland un jour, ben, il faut battre les meilleurs. Quoi. Je me dis que ça soit au troisième tour, en huitième, en quart, ben, il faut le battre. Quoi. Et certes, j'avais très peu de chances de gagner. Tout le monde misait peu sur ma victoire. Et je me suis dit avant le match, ok, tu es loin d'être favori, tu as peut-être 2-3% de chances de gagner. Lui il peut être un petit peu moins bien une journée. Toi, tu peux faire un match de folie, le match de ta vie. Joue ces 2-3% de chance à fond. Et là, je me suis, comme j'ai pu m'imaginer gagner Roland, ce qui n'est jamais arrivé, je me suis imaginé le battre. Quoi. Enfin, imaginé, je faisais beaucoup de visualisation avant mes matchs, mais encore plus avant des grands matchs, parce que là, on joue sur un grand court, l'atmosphère est différente, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, à anticiper. Et j'avais tout anticipé. Et je me suis dit, je vais rentrer sur le court à bloc. Et je me suis dit, personne n'osait engager le défi physique. Et je me sentais vraiment. J'étais un joueur qui s'entraînait quand même beaucoup. Et je me sentais vraiment très fort physiquement. Et je me suis dit que physiquement, je n'allais pas lâcher ce jour-là. Je me suis dit, je vais engager le combat physique et je vais tenir jusqu'au bout. Et en fait, j'ai pas dévié de cette tactique-là et de cette envie-là de départ tout au long du match. Mais effectivement, j'ai commencé pied au plancher, sans jamais me projeter, mais en essayant d'avoir des objectifs à hyper court terme, d'essayer de gagner le plus de points possible. Mais tu as plein de choses qui traversent l'esprit. Bien évidemment, quand tu foules le cours, tu dis j'espère que je ne vais pas trop me planter sur les 2-3 premiers jeux parce que tu peux te faire vite laminer sur le central. Tu as un petit peu peur de tout ça, quoi. Mais tu essayes d'accepter ça et de vite le mettre de côté et de repositiver, de relativiser et de repartir sur tes propres objectifs. alors c'est marrant, je regarde les commentaires. Donc il y a quelqu'un qui dit le plus beau match que j'ai vu à Roland de toujours. Et c'est vrai, franchement, alors on peut le mettre dans une catégorie. Alors moi, quand je repense, si on me pose la question, c'est quoi le plus beau match que tu as vu à Roland, il rentre direct. Il rentre direct. Alors il y en a d'autres, certes. Il y a notamment la demi-finale Federer-Djokovic Ouais. en 2011, je crois, qui Ouais, est magnifique. exceptionnel. Et puis, mais des matchs comme ça, à intensité, au niveau d'intensité, au niveau des deux joueurs
qui joue bien en même temps pendant aussi longtemps, c'est exceptionnel. Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu as toujours la tenue jaune? Enfin, ce truc, il est resté, c'est fou, quoi. C'est un match. Tiens, il y a une question là d'Abel qui dit, est-ce qu'il serait passé quoi si tu l'avais battu? Est-ce que ça aurait été un des matchs déclic? Malheureusement, c'est Annabelle. Abel, malheureusement, je ne peux pas lui répondre parce que je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que après coup, bien évidemment, la défaite prime sur la qualité du match parce que l'objectif avant Roland, c'est toujours d'aller le plus loin possible. Et je me suis dit, mais si j'avais joué ce niveau-là et si je l'avais joué plus tard dans le tournoi, mais qu'est-ce qui se serait passé? Parce que je sentais que j'avais le niveau pour aller vraiment très loin. Cette année-là, j'étais vraiment dans une très bonne forme physique. On ne sait pas, je ne sais pas ce qui serait passé. C'est sûr, bien évidemment, j'aurais préféré jouer en quart, en demi, mais après, il se présente en face de moi au troisième tour. Et comme je t'ai dit, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible. J'ai essayé de viser une demi-finale et je me suis dit, ben, si tu veux aller en demi-finale, forcément, tu auras un gros à jouer sur la route de la demi. Donc voilà, là, il est là, il faut que tu le battes au troisième tour. Donc j'avais C'était mis tout comment ça de après? côté. C'était comment après dans le vestiaire? Ah, c'était dur. C'était dur. Émotionnellement, c'était très difficile parce que ça m'avait demandé beaucoup d'énergie, surtout sur le plan mental, pour rester concentré tout au long du match, pour pas dévier de ma ligne de conduite que je m'étais fixée depuis le début. Parce que si je savais que je baissais un tout petit peu les bras ou que si je déviais un petit peu, lui allait appuyer sur la pédale et que c'était fini. C'est ce genre de joueur, et surtout avec Rafa sur terre, si on le laisse un tout petit peu de mou, si on lui laisse prendre le devant, un tout petit peu, c'est fini. On ne peut pas le Ouais, revoir. ouais, Donc ouais. moi, mon but, moi, j'essaie juste de garder, de rester au contact et d'essayer de l'embêter, de le pousser, de le pousser, de le pousser. Et donc après le match, je peux même pas dire que j'étais fatigué physiquement. Bien évidemment, j'étais fatigué physiquement, mais honnêtement, je pense que j'étais pas plus fatigué que lui physiquement, mais j'étais émotionnellement vidé. Ça, c'est clair. Et j'étais bien évidemment déçu. On me félicitait quand je rentre en vestiaire, incroyable. Je me souviens, il y a Corregia qui m'avait croisé, il me dit c'est incroyable ce que tu as fait. Un jour, tu vas gagner Roland. Et je comprenais pas. Je dis mais je dis, ok, génial, mais c'est un match de tennis, mais j'ai paumé, quoi. Et moi, quand j'avais engagé le combat, bien évidemment, même si j'avais un faible pourcentage de chances de pouvoir remporter ce match, j'y croyais quand même. Même si c'était faible, j'y croyais. Et j'ai été déçu finalement de ne pas y arriver, malgré le fait d'avoir bien joué, parce que je m'étais imaginé tout ça. Je m'étais Mhm. imaginé de le tenir, c'est arrivé, je jouais relâché, et il m'a manqué un petit quelque chose. Et je pense que le petit quelque chose qui m'a manqué, c'est pas le jour J que ça m'a manqué, c'est les mois et les années qui ont précédé ce match-là, parce que mon jeu n'était pas assez étoffé tactiquement. Quand je gagne à la fin du premier set, j'étais monté même si c'est pas mon jeu, mais j'étais monté un petit peu plus au filet, j'étais un peu plus agressif. Par piqûre de rappel, c'est quelque chose que j'aurais pu refaire sur les fins de set ou les débuts de set pour lui mettre le doute. Et c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire parce que j'avais pas l'habitude. Et ces choses-là, elles ne viennent pas comme ça le jour J en disant ah ben, je vais lui mettre le doute, je vais monter un beau filet, une petite montée au. Voilà, ça se fait pas comme ça. Ça se travaille sur des années, des années et des années. Et je ne l'ai pas assez fait sur les matchs qui ont précédé et qui ont fait débuter ma carrière. C'est quelque chose que je n'ai pas assez fait. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu me coûter, enfin, qui m'a coûté la victoire ce jour-là. Ouais. Mhm. Et une très bonne question de Rechkou, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, qui dit, est-ce que c'est ton meilleur souvenir à Roland malgré la défaite en termes de Non, match? Ah, non, non, tout simplement parce que pourquoi? Parce qu'on est des compétiteurs avant tout et qu'on aime rester sur une victoire. Certes, il y a une qualité. C'est certainement mon meilleur match sur le plan tennistique, c'est sûr. Mais il manque quelque chose qui est infime au bout, mais pour nous qui est énorme. Qui est énorme parce que oui, ça a marqué l'esprit des gens. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire, quand on parle de ce match, encore 14 ans après, je ne peux pas dire que je ne suis pas fier. Bien évidemment, je préfère avoir fait ce match-là que d'avoir perdu 6-1, 6-0, 6-1. Oui, mais sur le moment,
la petite chose qui manque, cette victoire-là, pour nous, c'est énorme. C'est énorme parce que bon, c'est à nous qui pose la question. Qu'est-ce qui aurait pu arriver après si j'avais gagné? On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, il y aura toujours cette incertitude. Après, des fois, des fois, quand il y a des joueurs qui gagnent un gros match contre un grand joueur, il peut y avoir le contre-coup au match d'après aussi. Hein, donc, il aurait pu. Non, mais je te dis ça. J'aurais pu battre Rafa et me prendre 3 petits sets le lendemain, peut-être. En tout cas, c'est possible aussi. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce match, ou si vous n'avez pas entièrement vu ce match et que vous aimez le tennis, allez sur YouTube ou allez je ne sais pas où et tapez le match et regardez-le en entier. Il fait. Ouais, c'est marrant parce que 4h53. Ouais, alors, j'avais déjà revu quelques résumés parce que parfois il y a quelques résumés qui passent sur les réseaux. Et, là, ils ont repassé le match sur France TV il y a une semaine, je crois. Et mon fils voit ça, il voulait regarder le match. Et je dis, bah, ok, on regarde. Et je lui dis, après, t'as tennis, t'as foot, tu sais, il dure 5 heures le match. Donc je lui dis, ça va être coupé. Et donc on commence à regarder le premier set et on regarde une grosse heure ensemble. Et ensuite, on l'emmène au tennis. Et pour te dire toute la vérité, j'avais pas revu hein, des séquences aussi longues. J'ai continué à regarder le match sur mon téléphone jusqu'à la fin. Alors j'ai raté quelques points, mais je sais pas pourquoi. C'est quelque chose que j'avais pas fait, hein, jamais fait. Et j'ai continué à regarder le match sur le téléphone. Et mon fils qui joue au foot, au tennis, et il me dit papa, je peux bien regarder. Et on regardait à nouveau tout le défilé du match. J'étais content de pouvoir le regarder, le regarder pour la première fois. Et en plus, avec lui, il s'est rendu compte que j'avais pu jouer contre Rafa un jour à Roland. Et moi, j'étais aussi content de pouvoir le revoir. Et il y a des moments, des brides de match dont je me souvenais plus trop. Et j'étais content de pouvoir revoir, me remémorer un petit peu ces moments-là. Tu l'as regardé comme un fan de tennis ou tu l'as regardé comme toi, te regardant et t'analysant ton jeu? Moi, il m'analysant, pas comme un fan. Ouais, en me disant, mais pourquoi là? Pourquoi? Et il me dit, c'est là où j'aurais dû appuyer un petit peu plus, c'est là où j'aurais. Mais c'est tellement facile avec du recul à dire. Et honnêtement, Rafa sur Terre, comment on dit ça? C'est indescriptible. C'est un mur, franchement, c'est hyper dur. L'intensité qu'il met en face, il n'y a que lui qui fait ça. Surtout sur terre battue. C'est ce que je voulais dire en fait. Enfin, ce jour-là, tu sors un des matchs de ta vie, très clairement. Hein, au niveau tennistique, tu es monstrueux. Et pourtant, tu perds en 4-7, pas en 5-7, en 4-7. Ça donne une idée du niveau du mec aussi en face. C'est juste monstrueux. C'est un extraterrestre. Ça, le problème, tu es tombé sur un extraterrestre. Après, si tu joues pas contre lui, tu n'as peut-être pas ce niveau-là aussi ce jour-là. Peut-être. Mais est-ce que, oui, après, est-ce que lui me fait bien jouer aussi ou pas? C'est difficile à savoir parce qu'il il faisait souvent aussi déjouer son adversaire parce qu'il mettait une telle intensité physique et en fait, il faisait peur. Donc, tu avais tendance à déjouer un petit peu. Il n'avait pas forcément tendance à bien faire jouer ses adversaires. Et moi, comme j'avais un très bon revers à deux mains, j'avais pas peur de tenir dans la diagonale avec son coup droit parce que finalement, son lift, qui est hyper, ultra puissant, me gênait un petit peu moins comme j'avais un revers à deux mains. J'arrivais bien, ça m'arrivait à la bonne hauteur de hanche, j'arrivais bien à m'appuyer. Et c'est pour ça que j'ai tenu aussi longtemps physiquement contre lui. Ouais, c'est fou parce que c'est 4-7 et c'est 5 heures de jeu. C'est ça le truc aussi. Tout le monde pense que ce match, enfin, pas tout le monde parce que les gens savent, mais instinctivement on se dit que ça devait être 5-7. Mais non, 4-7. Ouais, souvent on me dit, ah, t'as fait 5-7 contre Rafa. Je dis non, 4. Il me dit, mais t'as joué 5 heures. Je dis oui, 5 heures, mais 4-7. Incroyable. Ah, il est dans mon top 3. Ouais. On me demande je réponds si j'ai déjà senti une balle aussi lourde dans la raquette. Ouais. Honnêtement, sur terre battue, non. Clairement, en coup droit, c'est indescriptible. Si on a vraiment l'impression d'avoir un camion qui arrive à 200 km/h, et pour donner une idée, si on n'anticipe pas le rebond, si on n'anticipe pas la frappe, on n'a aucune chance de contrôler la balle. Et chaque fois, quand il frappe le coup droit, il faut aller à la balle et anticiper le coup où elle va tomber, parce que sinon, on est foutu. T'es presque besoin de la prendre en demi-volée Pas en demi-volée, mais anticiper le rebond. Il faut éviter que le lift arrive à son apogée tout en haut, en fait. Donc, pas forcément en demi-volée, mais en phase montante.
ou se mettre très très loin. Mais si tu te mets très loin contre Rafa, il te balade, quoi. C'est bon. Là, t'es sa proie, il fait ce qu'il veut de toi, quoi. Et le coup droit parce que moi j'ai entendu dire que le coup droit de la Monf aussi, il est très très lourd, son coup droit. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est, comment dire, le coup droit de la Monf est très lourd et la Monf peut avoir des frappes très très sèches, mais, elles sont moins régulières que Rafa. Rafa, c'est tous ses coups droits. La Monf, il joue, j'ai envie de te dire, plus en changement de rythme. Mais Rafa, non. C'est 1, 2, 3, et tu dis, ben, allez, quand il va un petit peu mettre un tout petit peu moins d'intensité dans le coup droit, et tu te rends compte qu'à la fin du match, tu te dis, ben, il n'y a eu aucune balle neutre. Sa balle neutre, naturellement, est hyper lourde. Voilà. C'est pour ça que c'est différent. Ouais, c'est terrible. Bon, bref. Next. Question, t'as envoyé qui à la retraite en 2008? En 2008, Gouga. Mais bon, ça faisait un moment qu'il jouait plus déjà. Ça faisait et effectivement, ça faisait quelques mois, il avait ses problèmes de hanche. On savait qu'il allait se retirer. Il annonce qu'il joue Roland. On sait qu'il va avoir l'invitation. Je me souviens, tout le monde se disait un peu vachement, se dire, mais celui qui va le jouer au premier tour, quelle chance. Il est sûr d'être au deuxième tour. Bon, là, le tableau sort, c'est moi qui le joue et j'étais partagé parce que tu sais que tu vas jouer sur le central, tu joues Gouga qui joue plus trop. Finalement, tu te dis sur un match, tu sais jamais. Quoi. Gouga, 3 fois Roland, c'est l'idole de Paris. Et tu es mitigé entre le fait de te motiver et le respect que tu as envers le joueur, envers l'homme qui dispute certainement son dernier match. Et ça tourne presque, pas un match exhibition, mais j'osais plus m'encourager. Moi, j'attendais Roland. Pour moi, Roland, c'est l'euphorie, je m'encourage. Et là, je joue dès le début de match, finalement, mon a priori sur le fait que je puisse peut-être perdre était parti parce que je sentais que physiquement, il n'était plus du tout, quoi. Et je me suis dit, sur la longueur, il ne pourra rien m'arriver sauf si je me blesse. Et donc là, je me dis, ben, par respect par le joueur, je ne peux pas trop m'encourager. Et j'étais tiraillé des deux côtés. C'était très spécial comme match, vraiment très spécial. Mais c'est quand même un grand souvenir parce que j'ai eu la chance, une chance de pouvoir jouer Gouga lors de son dernier match sur le central de Roland. Le public le poussait. Il a eu quelques gestes plutôt sympathiques envers moi durant le match. Et c'est des moments qui restent bien évidemment gravés en moi pour toujours. Je me souviens après le match, j'étais aussi gêné parce que mon papa me demande, elle me dit, mais tu penses, est-ce que tu peux lui demander son t-shirt? Il avait mis son t-shirt. Ils avaient fait une rétro, le t-shirt qu'il avait eu quand il avait gagné son premier Roland. J'étais redescendu dans l'estière. Je dis, Gouga, je suis un peu gêné, tout ça. Est-ce que tu penses? Mon papa me demande. Et hyper sympa, il me dit, ah, mais bien sûr, et tout ça. Et là, il me dit, mais est-ce que je peux avoir le tien aussi? Je dis, bon, le mien, ok, si tu veux. Et après coup, on m'a dit qu'en fait, il a mis le mien dans son musée parce que je suis le dernier joueur contre lequel il a joué, quoi. Et donc, c'était hyper sympa. C'est des moments qui ont été hyper forts aussi en termes émotionnels. Ouais. Et ton papa, il a le t-shirt de Pete Sampras aussi ou quoi? Non, non, il n'a pas de Sherby Sampras. Ça, non, il y avait, c'était moins amical avec Pete, même si j'ai énormément de respect pour le joueur, mais il n'y avait pas cette proximité qu'on pouvait avoir avec Gouga, bien évidemment. Tu l'as pas envoyé à la retraite, mais tu es quand même le dernier à avoir battu Pete Sampras aussi, quoi. Ouais, j'ai eu cette chance-là, effectivement, de jouer Pete et d'être le dernier joueur à l'avoir battu, hein, bien évidemment. Ouais. Bon, derrière, il gagne le Open et il arrête Royal, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que bon, vaut mieux pas de jouer Paul-Henri Mathieu quand tu arrives à la fin de ta carrière parce que tu t'en prends une, c'est sûr. Et en plus, tu perds ton t-shirt, quoi. Ouais, en plus, ouais, parce que je te cache pas que j'aurais bien voulu le garder, celui contre Gouga. Bon, peut-être, tu peux négocier, peut-être. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, tu peux peut-être négocier avec la personne qui l'a, non? Ah, ouais. Enfin, mais c'est dans son musée, donc non, je vais le laisser. On va le laisser là-bas. Il est très bien. Bon. La durée du match contre Jan Isner? 6h20? Non, 5h40? Presque, à une minute près. 5h41? Ouais, c'était long. C'était long, ouais, c'était long, intense.
Effectivement, 2012, c'était l'année spéciale parce que c'était après ma longue convalescence. Je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer au tennis un jour après mon opération du genou. J'avais déjà disputé deux matchs, non, un match, mon premier tour en 5-7 pour moi qui était déjà après avoir été mené 2-7-0 pour moi enfin, c'était déjà une énorme victoire par rapport à tout ce que j'avais vécu les 2 années qui ont précédé qui ont précédé ce tournoi-là. Bjorn Et contre Faux, Bernfo, l'Allemand. et effectivement, je joue contre Isner, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que j'ai vécu 15 mois tellement difficiles. Je m'étais focalisé et je m'étais fixé cet objectif-là pour moi, qui était énorme et que je passais très très haut, c'était de pouvoir rejouer un jour Roland Garros et de pouvoir rejouer à ce niveau-là et rejouer sur le central. Et là, j'y étais arrivé. Donc, j'ai essayé de profiter du moment et effectivement, pendant cette édition-là, j'ai eu lors de tous les matchs, hein, d'ailleurs, une communion avec le public que j'ai jamais eu et que j'ai jamais retrouvé. Mais ils m'ont poussé comme jamais. Et c'est effectivement l'édition 2012, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. C'était dingue, dingue. Moi, je me souviens de ce match et notamment, il y a un truc dont je me souviens super bien. Alors, quand on bosse sur Roland, on n'est pas, je tiens à dire ça et aux gens qui nous regardent, mais on n'est pas là assis dans la tribune à regarder le match du début à la fin. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais tu chopes des morceaux de match en fait. Tu chopes des morceaux de match. Tu arrives, tu te mets en tribune de presse, tu regardes quelques points. Après, tu retournes à ton bureau, tu as la télé, il y a des télés partout, donc tu suis tout. Et puis, au bout d'un moment, quand les matchs deviennent aussi intenses en termes de suspense que ça, et qu'il y a un Français qui est impliqué, et que le soleil est en train de se coucher, et qu'il y a la petite lumière de Roland Garros magique et tout ça, tout le monde devient à fond, quoi. Et là, les stylos se posent, et voilà, et ça devient, tu deviens supporter si tu es français, ou tu deviens fan si tu es juste fan de tennis, bref. Et je me souviens très, très bien du moment où Isner ne peut plus plier les jambes quand il sert. Et là, tout le monde comprend que c'est fini, que tu vas gagner, quoi. Non, Alors, non, pas moi, pas moi. Je me suis dit, c'était bien parti. bon, arrête. Non, mais Non, c'est pas vrai. Au moment où il peut plus servir, je suis tu sais que d'accord. on sait que c'est fini, quoi. Mais combien de balles de match j'ai eu avant de remporter le match? Au moins 7 ou 8. Et j'ai des balles de match sur plusieurs jeux. Tu as raison, je sens qu'il sert moins bien. Et quand il commence à ne plus faire de première balle, je me suis dit, Ça. c'est bon. Je lui dis, c'est bon. Par contre, quand tu sers, tu auras une occasion à un moment donné. Par contre, quand tu sers, il faut que tu gagnes ton premier ou ton deuxième point, absolument. Parce que lui, sur les jeux de retour, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il tentait. Donc, il fallait que Ouais, je bien fasse sûr, le il plus, mettait des mythes. Ouais. il fallait que je fasse le plus de premières possible et que je me concentre sur les 2 premiers points. Sauf que sur un jeu, ça n'a pas marché. Et j'ai quand même dû sauver à la fin, tout à la fin, une balle de break. Et qu'est-ce qui peut. Enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je me fais breaker 16-15 ou 15 ou 14-14. Et ben, ça peut être plié. Donc, jusqu'à la fin, franchement, ça s'est joué à rien. Même si je sentais que je commençais à prendre le dessus. 7 balles de match, on nous dit là. 7 balles de match. Razerch. Alors, je sais pas si c'est. Je sais pas. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a appelé et c'est pas toi pendant mon live. Ah, c'est pour ça que. 7 balles de match. Ouais, mais bon, je pense que si tu te fais breaker, tu débreaks direct, à mon avis. Peut-être, Parce peut-être. en fait, il en peut plus. Il en peut plus. Le Non, mec. non, Il en peut plus. il en pouvait plus. Mais comme on disait, tu vois, sur terre battue, les attaquants, les gros serveurs, au bout d'un moment, ben, physiquement, à force de pousser au service, le service, c'est quand même un coup qui est contraignant physiquement. Ben, on fatigue. Là, ça faisait c'est quasiment 5 heures, plus de 5 heures qu'on jouait. Il y avait pas mal d'échanges. Moi, et je le savais, quand l'échange se lançait, j'ai essayé de faire durer, de le faire courir. Pas jouer dans des filières courtes. Donc, j'avais vraiment cette intention-là de fatiguer pour qu'à un moment donné, il baisse au niveau du service. Hein. C'était vraiment mon objectif. Hein. Tu te souviens dans quel état il était, lui, après le match, dans les vestiaires? Non, plus trop. Non, plus trop. Bah, il était cuit à la fin du match, hein, mais bien évidemment. Mais Mais comment ça se fait qu'un mec, comment ça se fait qu'il est capable de jouer 3 jours et 11 heures à Wimbledon et qu'à Roland, il ne peut pas servir au bout mais c'est pas pareil parce que de 5 petites heures et 41 minutes? beaucoup moins d'échanges.
Et s'il fait des secondes balles sur le gazon, ça peut être des aces. Et ils ont joué sur un petit court, sur le court 18, c'est le 18, il me semble, à Wim. Et moi, sur le Ouais. central, à Roland, il y a énormément de recul. S'il fait des deuxièmes, je peux me mettre loin. Et je savais que je pouvais lancer l'échange. Donc, à chaque fois qu'il passait pas sa première, il y avait un échange qui s'engageait. Donc, il y avait beaucoup plus d'échanges qu'il a pu avoir face à Nico, à Wim. Ouais. Est-ce que c'est injuste de dire de Jan Isner que c'est juste un gros serveur? Non, 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 c'est pas juste un gros serveur, hein. Surtout cette année-là, je sais pas si tu te souviens, il avait quand même éliminé quasiment à lui tout seul les Français en Coupe Davis à Monaco. Et non, 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 franchement, il était hyper dangereux. C'est un joueur effectivement qui est arrivé en début de carrière, qui a toujours un énorme service, mais qui était perfectible dans beaucoup de domaines et il s'est perfectionné vraiment de manière assez hallucinante dans tous ses coups. Et pour un grand, il se déplace plutôt bien. Il a une super vision du jeu, plutôt à droit au filet, et surtout sur ses coups de fond de cours, il a énormément progressé, hein. Ah ouais, non, 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 c'est un joueur. On ne peut pas le Il y a cataloguer Sacha juste qui de nous grand dit, serveur. il y a Sacha qui nous dit 15 titres dont un Masters 1000. Ah ouais, non, 15 titres dans un Master 1000, je peux dire que si tu es grand serveur, ça marche, ça suffit pas. Mais si le mec avait fait, allez, 6-7 cm de moins, est-ce qu'il n'aura pas eu une plus grosse carrière tout le temps? Parce que finalement, il a un super joueur de tennis. Donc, Ah ouais, c'est. Non, mais là, tu peux refaire la carrière de tous les joueurs si tu parles là-dessus. Non, mais 6-7 ouais, mais 7 là, cm. je parle de. Ouais, mais là, je parle d'Isner. Je parle d'Isner. Mais ouais, non, 6-7 cm de moins, je suis désolé de te dire qu'il servirait moins bien. Ouais, Et, ouais, ouais, et s'il sert moins bien, qu'est-ce qui se passe? Donc non, ouais, non, non, c'est ça vrai. marche pas, ça marche pas. D'accord, d'accord. Tiens, il y a Eric Salio qui nous regarde et qui dit, alors lui, il revient en arrière, je pense qu'il a pris en retard. Il Toujours en t'avait qu'à retard. être là avant, Eric. Ouais, Ouais. toujours en retard, c'est vrai ça, hein. C'est vrai. Mais on l'attend, c'est ça, on est sympa. Eric Salio, donc journaliste RMC, que Polo connaît très bien, que moi aussi je connais très bien, et qui dit le soir du match contre Rafa, il avait dit à la radio, le tournoi est fini, on verra pas mieux. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est vrai, et d'ailleurs c'est vrai, et peut-être même jusqu'aujourd'hui. Enfin, bon, bref, un autre débat. Faut quand même dire qu'après cette victoire de 5h41, derrière, tu refais un match en 5-7 de 3h56 quand même. Ouais, C'est un truc de en ouf. fait, j'ai tellement kiffé d'être là de retour à Roland. J'en ai tellement morflé pendant 15 mois. Je me suis dit, tellement une chance. Je me suis dit, bah, allez, je pars avec un handicap, comme ça je peux jouer plus longtemps. Non, non, je déconne, mais après le match d'Isner, j'étais fatigué, fracassé. En plus, j'ai joué le tournoi avec une fracture à l'orteil que je m'étais faite 5 jours avant le début du tournoi. Mais bon, à ce moment-là, rien ne pouvait m'arrêter. Je pouvais jouer avec n'importe quelle fracture. Non. Donc j'avais mal à l'orteil. Après le match d'Isner, je m'étais cassé l'ongle du gros orteil qu'on a dû m'enlever entre les deux matchs. Ah, j'ai fini quasiment, j'ai fini en lambeaux, mais c'était pas grave. En fait, je kiffais le moment d'être sur le court et d'avoir cette communion avec le public parce que je revenais tellement de loin, de nulle part. Pour moi, ça valait bien plus que des victoires en tournoi que j'ai pu avoir. Et ça valait largement des secondes semaines en Grand Chelem. Chaque match était une victoire pour moi. Et effectivement, je joue Granoller sur le 1. Ah, je me souviendrai toute ma vie. Alors, je perds les deux premiers sets. Franchement, j'étais KO, quoi. Et je me suis dit, relâche-toi. Et là, pendant 2 sets, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis déconnecté de mon corps et tout passé, quoi. Tout passé. Et je gagne le troisième, quatrième. Et là, je me dis, je vais le refaire. C'est monstrueux, je vais le refaire. Et j'ai balle de break au cinquième, au tout début du cinquième, que je ne fais pas. Et là, j'ai commencé à accuser le coup physiquement. Et lui, c'est un joueur qui joue très intelligemment. Il a vu, il a commencé à faire de l'amorti. Et il m'a usé jusqu'à la fin. Mais ça a été encore, même si la défaite au bout, j'étais pas déçu, contrairement aux années précédentes après le match, parce que j'ai vécu des moments qui dépassent le cadre de la victoire, de la défaite, des moments qui sont indescriptibles en termes de communion avec le public, ce que j'ai pu sentir, je l'avais jamais senti ailleurs.
Et c'était quelque chose vraiment de très très fort. Et ce qui m'a marqué, et dont je me souviendrai toute ma vie, et malheureusement, j'ai jamais de trouvé d'image. Et pourtant, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps, j'ai relancé une bouteille à l'eau. C'est qu'à la fin du match, je sors du cours numéro un, et quand on sort du cours numéro un pour Attends. En fait, là, tu es en train de relancer une bouteille à la mer. Donc là, ah je ne sais pas avec qui était son live d'avant, mais les gens qui écoutent là, vous avez un challenge, là, un vrai. ouais, Donc, ah bah non, non, c'est un défi, quoi. si quelqu'un effectivement a des images de ce moment-là, de ce que je vais vous décrire, effectivement, entre le cours numéro un et le cours et pour rejoindre les vestiaires du cours central, donc il y a quand même l'allée qui fait, je sais pas, une centaine de mètres, 150 mètres. Et là, effectivement, je sors du cours et on m'avait fait une aide d'honneur jusqu'à l'entrée des vestiaires du cours central. Et je me suis dit, waouh, je viens de perdre et tout. Et là, les gens, pour me remercier, là, ils me raccompagnent. Enfin, j'ai trouvé ça, rien d'en parler encore. Tu vois, j'en ai parlé il y a 10 jours, j'avais des frissons. J'en parle aujourd'hui, j'ai des frissons. C'est parce que c'est des moments qui sont hyper forts, quoi. Hyper forts. Et effectivement, je rêverais de retrouver ne serait-ce qu'une photo, une petite vidéo de quelques secondes. Parce que c'est un moment qui m'a marqué à vie, quoi. Il y a quelqu'un qui était là, hein. Ah Il y ouais, a ouais. Marie Aubire qui était, hein. Et pourtant, Elle dit 2012, on hurlait en dehors du cours, hein, 2012, faut le on savoir. avait tous des téléphones déjà. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais ouais, qu'est-ce que vous faites là? Tout le monde l'a vu, personne n'a pris en photo. Aujourd'hui, tout le monde serait avec les En fait, téléphones. t'es mytho, Polo, tu racontes n'importe quoi. J'ai peur. Non, mais dans 5 ou 6 ans, effectivement, les jeunes vont me dire, mais attends, mais t'es mytho. C'est sûr, hein, c'est sûr. Là, ça passe encore, mais dans 5 ou 6 ans, non. C'est pour ça qu'il faut vite que je récupère des images. Alors, en effet, là, il y a une bonne idée. Solitaris972 qui dit arrobase Coco Dubreuil. Coco Dubreuil. Corinne, si Non, tu nous écoutes. non, elle a rien. Ouais, on me l'a demandé déjà. Demandé. Allez, avec Corinne, ça m'étonne pas, elle a rien, elle est nulle. On l'embrasse. Je lui fais un gros bisou à Corinne. Bon, bah écoute, ouais. Juste avant qu'on termine, le cours numéro un, c'était un cours que tu aimais bien? Non, non, Aïe. j'aimais pas. Je l'aimais en termes de communion qu'on pouvait avoir avec le public parce que le public était proche du terrain. Et quand on avait un coup de moins bien, quand le public se réveillait, on sentait vraiment une aide qui pouvait nous pousser. Mais ce que j'aimais pas, c'était le bruit de la balle parce qu'il y avait un bruit un peu creux et j'aimais pas. Et pourtant, j'ai eu forcément après coup quelques défaites, mais j'ai eu beaucoup plus de victoires que de défaites sur ce cours-là. Mais quand j'avais le choix, j'essayais de demander de ne pas jouer sur ce cours-là. Et là, j'aimais pas trop, pas trop, ouais, pas trop. Mais par contre, Tiens, quand, quand il y avait une ambiance, mais c'était magique, quoi. Parce que au bout d'un moment, quand on est pris par le match, le son du cours, le son de la balle, on oublie complètement. Et effectivement, quand on est pris par l'engouement du match, avec tout le public derrière soi, sur ce cours-là, c'était magique. Hola, Luis Alberto. On nous écoute du Mexique, Polo. Du Mexique. Ouais, Tu as des génial, fans mexicains. génial. Hola, hola. Alors, le cours numéro un, donc, parce que je voudrais te faire un cadeau, mais par rapport à ce cours, mais si tu l'aimes pas, je te fais pas le cadeau, c'est pas grave. Deux. Je voudrais te faire un cadeau par rapport au cours numéro un, mais si tu l'aimes pas, je te Ah, fais si, pas le si. cadeau. Moi, je prends tous les cadeaux, moi. Je prends tous les cadeaux. Ah, d'accord. Alors, BNP Paribas, quand le cours numéro un a été rasé, ils ont récupéré pas mal de choses de ce cours pour en faire des objets de souvenirs, en fait. Ouais. Et notamment les fauteuils du cours. Mais oui. Mais Ils en ont fait des figure-toi, chaises. figure-toi que j'en ai une. J'en ai une. Ah, t'en as une? Ouais, ouais. Bon. Mais tu sais, mais une deuxième, je suis preneur, hein. Non, non, non. Oh, il faut en laisser à tout le monde, là. Ah là là, là, là. C'est les Attends, joueurs de tennis. j'en connais qui en ont eu deux. Les joueurs de tennis, c'est vraiment des égoïstes. Ils veulent tout pour eux, quoi. C'est incroyable. Bon, il y a un sablier aussi. Et t'as un sablier ou pas? Non, s'habiller alors. Je suis preneur. Ah, sablier avec la terre battue du cours. Parfait, parfait. Moi, j'en ai. Tiens, je vais te le montrer. Où est-ce qu'il est? Ah, je sais pas où il est. Ah, s'il est là. Regarde, c'est pas beau ça? Hop. Magnifique. Moi, je suis preneur, hein, s'il en Ouais. reste encore un petit peu. Allez, on va essayer de gérer. On connaît du monde. Bon, avant de se quitter, Polo, deux dernières choses. Tu nous offres quelque chose pour la loterie
la loterie solidaire pour les hôpitaux de Paris? Bah, bien sûr, je vous offre. Bien sûr, quelque chose. Ah, alors tu nous Alors, offres quoi? tu préfères quoi, tenue ou raquette? Bah, les deux. Ah, ah, t'es fort, toi. Et ben là, je peux pas faire machine arrière, donc tu auras les deux. Ah, t'es Voilà, trop fort. et tu m'as tout appris. Tu m'as tout Mais appris. attends, c'est pour la bonne cause, donc bien évidemment, oui, oui, Voilà. j'aurais ça, bien sûr. Une Ok, tenue de tu raquette signes, hein? avec les. Tu signes, tu, Bah, que je tu signe, signes tout et ça. surtout qui aura joué Roland. C'est ça le plus important. La classe intégrale. C'est un plaisir. Un plaisir. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, merci à Euh, tout le monde. et puis à bientôt. Peut-être on va te voir peut-être au bord d'un coup, un de ces quatre là, en train de coacher un joueur. C'est pas un truc. Ah, pas tout de suite. Les voyages me manquent pas trop. De transmettre un petit peu parce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser, je pense. Mais pour l'instant, je suis pas trop, j'ai pas trop envie de faire mes valises pour partir. Mais faut jamais dire jamais. Ok. Et il y a Albator qui redemande un banc pour le double au Puissanton. Donc il lâche pas l'affaire lui, hein. Je sais pas qui Ouais, c'est, mais il lâche bah, pas l'affaire. qui m'envoie un message le samedi pour le dimanche à chaque fois et je lui dirai si je suis dispo un dimanche. Ça marche. Et qui travaille aussi son retour. Exactement. Polo, à bientôt. À bientôt. Ciao, au Merci revoir tout beaucoup. le monde, merci à tous. Ciao, ciao.